La MFE, on a des missions que l'on mène depuis le début, depuis sa création en 2009-2010, qui sont le soutien, le dépistage précoce, la recherche, le don d'organes, les droits et les intérêts des enfants. Je vais revenir assez rapidement sur ces missions, mais on pourra en reparler à la pause si vous voulez. Alors moi aussi, suggéré de vous donner quelques chiffres, ce que j'ai fait du coup. Voilà, nous avons un fonds social. Ce fonds social, il sert, vous savez que quand les enfants sont malades, ils peuvent être sur certaines pathologies hospitalisés parfois pendant des mois ou alors de façon régulière et parfois très loin de chez eux. Et tout ça a évidemment un coût puisque ça entraîne des pertes de salaire, souvent des mères, plus que des pères, puisqu'on a mené quelques études, mais en tout cas des parents du couple de façon évidente, et qu'il y a aussi des frais que ça engage, parce que quand, mettons que la mère soit auprès de l'enfant, quand elle est accompagnante, elle a parfois besoin d'aller à la maison des parents, ça coûte cher, il faut qu'elle se nourrisse, et se nourrir à l'hôpital, c'est ni très bon, c'est pas très bon et c'est très cher. Et puis il faut que le parent, qui n'est pas le parent accompagnant et qui est resté avec la fratrie, puisse venir voir l'enfant malade. Et ça aussi, ça coûte cher, il faut payer les trains, il faut payer les repas, il faut payer l'hébergement. Voilà, donc ce fonds social est utilisé essentiellement pour ça. Mais il est utilisé aussi pour venir soutenir les familles en deuil. Vous savez qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui décèdent de maladies cholestatiques et il y en a eu beaucoup d'ailleurs, vraiment beaucoup récemment, ces derniers mois. Énormément, depuis juin, juillet, août. Et donc, ce sont des familles qui ont eu parfois des parcours d'hospitalisation qui les ont financièrement précarisés. Et en plus, ils perdent leur enfant et les frais sont extrêmement élevés. Là, on a eu un dernier devis. C'était 8 000 € pour faire rapatrier le corps et puis enterrer cet enfant. 8 000 €, c'est énorme. Il y a une partie prise en charge par la région, une partie. Mais il reste à charge plusieurs milliers d'euros. 3 000 à 4 000 € pour cette famille. Donc, nous venons aider financièrement les familles endeuillées. Voilà. Alors ça, c'est pour le fonds social. C'est essentiellement comme ça qu'on le dépense. En moyenne, on est à 20 000 €. Alors, cette année, on est content. Vous voyez, on a dépensé moins. C'est pas pour ça qu'on est content. C'est parce que cette année, il y a eu l'assistante sociale de Bicêtre. Alors, Bicêtre, c'est 24 lits. Du coup, forcément, en termes de fonds social, normalement, c'est l'hôpital qui nous sollicite le plus. Et comme depuis un an, il n'y a plus d'assistante sociale, ça, c'est vraiment... presque plus. C'est assez regrettable, n'est-ce pas? Et donc, on a eu une chute de demande à Bicêtre absolument monumentale, ce qui nous contrarie, bien évidemment. Mais si on est presque au même point que l'année dernière, c'est parce que les autres hôpitaux nous ont beaucoup plus sollicités. Et ça, pour nous, c'était important de réussir à sensibiliser les autres centres. Voilà, donc globalement, on a beaucoup plus de demandes que les autres années. On essaye d'améliorer les conditions d'hospitalisation, notamment des familles qui restent longtemps à l'hôpital. Alors, on est entre... Ça varie vraiment des années. Je n'ai pas les chiffres de cette année, donc je ne vous les ai pas notés. On est entre 10 000 et 30 000 € par an pour aider à améliorer les conditions d'hospitalisation. On a des soutiens comme le Rotary Club, les Ladies, enfin on a plein de gens qui nous soutiennent financièrement. Mais on peut acheter des lits, on en a acheté pas mal, des fauteuils lits, on a créé des salles de soins, alors là, je n'ai pas mis tous les hôpitaux, mais on essaie d'intervenir sur tous les centres, absolument tous, plus d'autres, Bordeaux qui n'était pas labellisé, Strasbourg qui n'était pas non plus. Voilà, donc on intervient pour acheter du matériel, aussi du matériel comme vous le voyez là, des casques, on cofinance, des casques de réalité virtuelle, ce qui permet de proposer des soins et de diminuer la douleur et le stress de ces enfants, etc. Voilà, je passe un peu vite. On a aussi lancé une ligne d'écoute avec une psychologue clinicienne qui s'est mise en lien avec certaines psychologues des centres. L'idée, c'est pas du tout de suppléer les psychologues qui sont en place dans les hôpitaux, mais quand les familles repartent et qu'elles sont très loin des hôpitaux et qu'elles ne peuvent pas continuer à voir la psychologue et qu'elles en ont besoin, il peut se créer un lien avec notre psychologue. Et voilà, on propose une ligne d'écoute, c'est pas une ligne de thérapie, c'est vraiment une ligne d'écoute. On a aussi des groupes de soutien, notamment par thématique, syndrome d'Alagille, PFIC, AVB, deuil, jeunes. Voilà, bon, on fait des rencontres, etc. Et après, on fait ce que font beaucoup d'associations. On propose évidemment de l'information, du soutien administratif. Et là, je vous signale, ce coup-ci, c'est une vraie annonce parce qu'on a développé une appli qui n'a pas marché, qui était l'appli Alerte Jaune, dont je n'ose même plus parler. Mais celle-ci, grâce au programme de TP de Bicêtre, où l'équipe de Bicêtre nous a vraiment tanné pour qu'on fasse cette appli, on a une appli qui sera lancée en 2024, qui sera d'abord une application post-greffe, qui va permettre, nous l'espérons, une meilleure observance des traitements et un meilleur suivi, qui permettra aussi des études cliniques. Ça, on en discute pas mal avec Madame Ackermann qui est ici,
qui nous aide à implémenter les enfin nous transmettre des informations importantes pour pouvoir s'en servir pour des études cliniques. Et cette application aura une suite, puisqu'on a commencé à trouver des budgets, et je ne doute pas que nous allons continuer, une suite pour tout enfant atteint de maladies cholestatiques, et pas seulement ceux qui sont greffés. Voilà. Alors... Bon, ça, je vais aller vite parce que la campagne de dépistage Alerte Jaune, vous connaissez. On a eu un partenariat avec les Monsieur Madame qu'on n'a pas assez exploité, mais que je profite pour les remercier, qu'on va exploiter un peu plus à l'avenir parce que c'est des petits personnages qui peuvent nous aider à faire passer des messages. On a des vidéos dont je vous reparlerai, le carnet de santé dont je vous reparlerai, le MOOC, et je remercie l'équipe, notamment Anaïs, qui est toujours très disponible pour travailler avec nous. Et ce MOOC qui, nous l'espérons, pourra aussi aider à sensibiliser les médecins et donc à mieux dépister. Voilà, voilà. Alors, ah non, excusez-moi, je repars en arrière. Sur la recherche, pareil, je vous ai mis quelques chiffres. On participe, on cofinance des projets de recherche. Là, sur 2022, 2023, 2024, sur les 3 années, on en est à peu près à 65 000 €. Ça va certainement dépasser ce chiffre parce qu'il y a d'autres projets en cours. Les enquêtes, on a participé à des enquêtes, on a été sollicité par le laboratoire MIROM et on a pu contribuer à travailler avec eux sur une enquête sur le syndrome d'Alagille. Travail qu'on avait préalablement fait, nous, en termes de qualité de vie, sur les familles d'enfants atteints du syndrome d'Alagille. Et on a une autre enquête en cours, ça je vous le raconterai l'année prochaine. On va certainement faire une enquête sur les troubles de l'oralité, je sais qu'il faut mettre des guillemets sur ces termes-là, mais certainement avec Bicêtre Necker, avec qui on s'est rapproché. Nous aimerions bien travailler et on sollicitera certainement les autres hôpitaux, Marseille, Toulouse, Lyon, voilà, on sollicitera les autres équipes. Sur les projets, on essaye, comme vous l'avez remarqué, j'espère, on essaye de répondre à vos sollicitations. Alors, ce qu'il y a de chouette, moi je trouve qu'on a beaucoup avancé en 3 ans, que la filière a fait un gros boulot, parce qu'avant, il y avait quand même ce secteur pédiatrique, qui était la BBCG, créé de façon un peu artificielle. Et puis, il y avait le réseau inflammatoire et le réseau vasculaire. Et il me semble quand même qu'on a réussi à créer des liens grâce à certains hépatologues adultes aussi et pédiatres et à l'équipe de Fil-Foie. Et on le voit puisque nous, on est sollicités, alors même si on ne fait pas un travail énorme, mais n'empêche qu'on a des réunions, on se rencontre, on s'est vu avec Aurélie Plessier, on s'est vu on a échangé avec Pierre-Emmanuel Rotou, avec des hépatologues adultes qui sont d'autres réseaux, ce qui montre bien que quand même, petit à petit, on commence à passer d'un réseau à l'autre et ça me paraît être une excellente nouvelle. Voilà. Bon, vous savez qu'on participe au COPIL et au CODIR, systématiquement de la filière et du CRMR à BBCG, qu'on participe à des congrès et qu'on est très actif à l'Alliance Maladies Rares qui représente les associations Maladies Rares. Voilà. Sur le don d'organes, une action importante, je pense, c'est qu'on est au comité du suivi de greffe et de dons d'organes et de tissus à l'agence de la biomédecine. Et moi, je trouve qu'à l'agence de la biomédecine, il y a vraiment une très, très chouette équipe. Et c'est très marrant parce que j'avais une réunion il y a une quinzaine de jours avec eux. C'est une petite équipe, on est peu nombreux, donc on peut vraiment travailler. Ça a duré 4 heures. Et on était en tout 5-6 sur place et puis 5-6 connectés. C'est pour travailler sur les prochaines campagnes de 2024 que l'agence de biomédecine mettra en place. Et on voit bien que la pédiatrie, il y a encore du boulot. Alors nous, on s'y est peut-être maladroitement lancé. On va retravailler avec l'agence de biomédecine sur ça puisqu'il n'y a pas de campagne. La campagne, vous savez, sur le don d'organes, c'est dites-le à vos proches, dites-le. L'important, c'est de l'avoir dit puisque la loi a évolué. Mais même si vous avez une carte de donneur, si vous n'avez dit à personne que vous étiez favorable au don d'organes, que vous décédez et qu'on interroge votre famille, si la famille dit non, moi, elle m'a dit qu'elle n'était pas d'accord, elle ne pourra pas prélever. Voilà. Donc, l'agence de biomédecine a décidé de mettre en avant le « parlez-en autour de vous », c'est important. Mais nous, quand on a un enfant qui décède à 3 ans, on ne lui en a pas parlé. Donc, on ne peut pas lui avoir demandé son avis. Et ça, c'est quand même encore un champ totalement inexploré. Donc, on a décidé à la MFE, aussi par solidarité avec d'autres associations, parce que si on a besoin d'être greffé du cœur, on ne peut pas prendre un morceau de cœur, comme on peut le faire pour le foie. Donc, on insiste un peu sur le don pédiatrique, parce que même les autres associations, Transhépat et tout ça, qui sont des associations chouettes, avec lesquelles on arrive vraiment à travailler, on essaye de les sensibiliser à ce don pédiatrique qui nous paraît quand même important. Voilà, alors après, on a plein d'événements en région avec des bénévoles. Là, on a une équipe de hand, alors je suis nulle en sport, c'est une équipe de hand de bon niveau qui fait toute une campagne sur le don d'organes et qui depuis des années nous soutiennent.
Voilà, il y a le collectif Greffe Plus, qui met en place les villes ambassadrices du don d'organes, que l'on soutient également, et plein d'autres actions que je ne développerai pas ici. Les droits et intérêts des enfants. Alors là, nous nous sommes beaucoup investis à la MFE, notamment sur l'hôpital public, parce que comme vous le savez, en pédiatrie, sur les maladies chroniques telles que les nôtres, il n'y a pas d'alternative dans le secteur privé. On ne peut pas être suivi en hôpital ou en clinique privée. Donc l'hôpital public est l'hôpital qui sauve nos enfants. Hein. C'est un service public qui nous tient bien évidemment à cœur, d'autant plus qu'on travaille avec des pédiatres, je crois, de tous les centres qui sont particulièrement engagés. Et donc nous avons à cœur de défendre cet hôpital public et pour nos soignants et pour nos enfants. Et donc, nous avons rejoint le collectif Interhôpitaux avec des médecins qui sont parmi vous et qui sont déjà engagés. Madame Carmin, je vous ferai un petit coucou. Monsieur Gonzalez, il y a des médecins engagés quand même dans cette défense de l'hôpital public. Alors, on a mené des actions assez fortes, à savoir qu'avec le collectif Interhôpitaux, etc. aussi, on n'était pas tout seul, on était 6. Nous avons porté plainte contre l'État. Pour carence fautive, on aurait dû avoir une audience qu'on n'a pas. Je ne vais pas vous raconter tout ça, mais nos avocats sont très perplexes quant à la réaction de l'État, du gouvernement, qui n'a pas daigné répondre, ce qui était a priori au départ inimaginable. Voilà, donc la procédure continue. On a également appuyé des propositions de loi qui nous paraissaient importantes pour avoir des soins de qualité. Cette proposition de loi a été proposée par Bernard Jomier au Sénat, et comme vous le voyez, on n'était pas du tout sûr de gagner. Eh ben, on a largement gagné. Cette voie avait pour objectif de proposer un nombre minimum de soignants par patient. Et on a remporté, quand même, on n'a eu que 16 votes contre, ce qui a été un gros succès. Bien que symbolique pour l'instant, puisque ce n'est pas passé à l'Assemblée, mais quand même, on a l'impression que si on se tait, tout passe, et de parler, c'est quand même important. Voilà. On a également monté le collectif Action Patient, on était 3-4 au départ. Ce collectif Action Patient, la MFE l'a quitté pour plein de raisons, mais il continue à faire un travail tout à fait honorable. Et on a coordonné les associations pédiatriques. Quand il y a quelques mois, on a parlé beaucoup de la pédiatrie, on coordonnait toutes les prises de parole médiatiques et on a essayé de faire intervenir le plus d'associations possible pour être les plus représentatifs possibles. Voilà. Sur les droits et les intérêts des enfants malades, on travaille beaucoup avec le COFRAD, qui est le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. On a porté un dossier à l'ONU sur la nécessité d'une présence parentale à l'hôpital. Comme vous le savez, je vous le disais tout à l'heure, ça ruine les familles de rester auprès d'un enfant pendant des mois. Et donc, c'est un dossier qui nous tient à cœur et on l'a porté à l'ONU. Et c'est le seul dossier français qui a été lu publiquement. Alors, pareil, ça ne va pas demain révolutionner les choses, mais en tout cas, on continue à se battre parce que ce sont des choses qui nous paraissent absolument essentielles pour l'accompagnement des enfants. Voilà, et on participe à une commission protection et sécurité. Et le COFRAD, grâce à notre intervention, maintenant, représente les enfants malades. Alors, il représentait les enfants SST, les enfants, plein d'enfants en situation, les mineurs migrants, enfin, c'est tous les droits des enfants, les COFRAD. Mais on porte la voix des enfants malades. Il y a aussi des associations en cancérologie. Alors là, il y a des dates que j'aimerais bien que vous reteniez. Je fais de la pub, bon, vous devez en avoir marre, mais je trouve qu'il ne faut pas le rater, ce spectacle. Hein, vous n'allez pas me contredire. Hepatic Girl, il reste 3 dates. Alors, les pédiatres de Bicêtre et des hépatologues adultes seront mardi 28 au théâtre. Les équipes d'Ipsen, les équipes de Mirom, ils sont déjà allés. Je vous remercie d'y être allés. Je crois que tous les gens qui ont vu cette pièce ont été contents de la voir. Et je pense vraiment qu'en tant que soignant, mais aussi en tant que patient, je crois que tout le monde, et même quand on n'est ni malade, ni soignant, ni patient, je crois que c'est une merveilleuse actrice qui porte une parole que nous avons tous envie d'entendre. Et vous verrez, elle le fait avec beaucoup d'humour. Voilà, donc Hepatic Girl, n'hésitez pas, il reste 3 places. Je vous ai mis plein de flyers ici, hein, donc vous pouvez venir les chercher. Ils sont là. Et il y a le code promo, vous paierez moins cher, au lieu de payer 25, vous paierez 17. Voilà. Il y a une autre date que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est la sortie du film Revivre de Karim Dridi. Alors, il devait sortir en janvier, c'est un peu retardé et c'est bien, parce qu'on avait besoin de temps pour organiser cette sortie. C'est pas moi qui l'organise, évidemment, c'est Emma Soisson qui est la productrice, mais avec qui on est en lien très étroit. Et ce film Revivre, il a été tourné à Marseille. Et c'était sur une greffe pédiatrique de cœur et une greffe pédiatrique de foie. Et c'est notre délégué à Marseille,
qui joue un rôle important à l'association et c'est de sa fille, c'est elle qu'on a suivie, voilà, dans ce film. Et c'est un très beau film. Je crois que les familles pédiatriques qui l'ont vu, il y a Madame Kerman encore, pardon, nous on est à Paris, alors on est un peu Paris-centré. Voilà, évidemment, on a organisé une projection à Paris et je crois que les équipes médicales et chirurgicales qui l'ont vu, ce film, l'ont beaucoup aimé. Donc on vous en reparlera et ce sera l'occasion. On est en train de voir avec le collectif Interhôpitaux. On va organiser des débats autour de l'hôpital public parce qu'on voit à quel point l'hôpital public peut faire un travail merveilleux. Et donc nous organiserons des débats sur la défense de l'hôpital public et sur le don d'organes pédiatriques autour de ce film. Voilà, alors, autre date à retenir, vraiment importante, vous le verrez, à ne pas oublier, c'est que le 18 décembre, nous allons avoir un nouveau site internet. Croyez-moi, on en a besoin, parce que notre site, je le trouve vraiment obsolète. Il ne reflète en rien l'activité que nous faisons au quotidien. Donc, je vous invite, fin décembre, des fois qu'on aurait quelques jours de retard, à venir consulter. Une autre date, toujours pour l'hôpital public, avec le COFRAD. Le COFRAD m'a appelé la semaine dernière pour me dire « Laure, retiens la date, 27 avril, on organise une marche pour les droits de l'enfant. » Alors, c'est les enfants en général. Mais du coup, moi, je tiendrai la tribune santé. J'ai contacté le médecin du CIH. J'espère que les pédiatres, vous serez parmi nous aussi. Et c'est une marche où on aura une tribune sur l'hôpital et le droit d'accès à la santé des enfants malades. Voilà. Alors, j'ai presque fini. Hein. Ah, oui. Nous avons mis en place une échelle d'évaluation. Alors hier, j'ai entendu un hépato qui disait « Oh, l'échelle de 0 à 4, on connaît, ça a ses limites. » Oups, je me suis dit. Mais ça m'a quand même donné l'idée de vous la présenter aujourd'hui. Voilà, on a créé une échelle avec le soutien, je remercie, de Mirom et particulièrement d'Emmanuel Nuris et de Jean-Paul Lemelquier, qui, à chaque fois que je leur demande, je les sollicite régulièrement et je leur dis « Ouais, vous ne pourriez pas nous aider sur un truc, vous ne pourriez pas me donner des contacts, vous ne pourriez pas nous donner des sous ?» Et je dois avouer qu'ils sont toujours très ouverts et qu'ils sont toujours très enthousiastes sur les projets que l'on propose. Voilà, pendant très longtemps, on n'a pas travaillé avec les laboratoires et on a découvert comment travailler avec Mirom. Ça se passe plutôt bien, je dois dire. Voilà. Donc, regardez, c'est une évaluation. Je vous ai mis l'échelle. Il y a un petit garçon, une petite fille. Bon, c'est un peu classique. Vous pouvez critiquer et on pourra revoir. Il y a une évaluation pour le jour. Et puis, l'autre nuit, c'est la nuit. Parce que le prurite n'a pas les mêmes conséquences le jour et la nuit. Hein, le jour, ça peut être très stigmatisant pour des enfants qui vont être moqués à l'école. La nuit, ils sont crevés et donc ils ont du mal à se concentrer à l'école. Voilà, donc il nous paraissait important d'établir la nuance. Ça, c'est un lien aussi, on a des parents qui l'ont testé et qui ont réalisé que quand ils allaient en consultation, eh bien, ils ne disaient pas ce qu'était. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient l'impression que le prurite, ça allait, bon, c'est casse-pied, mais ça va. Et leurs enfants, ils mettaient tout le temps que le prurite, c'était horrible. C'était des petits lapins à ce moment-là, et puis les petits lapins pleuraient, et ils disaient non, non. Et il y a 3 parents qui m'ont contacté en disant « Mais c'est horrible, en fait, je n'avais pas réalisé que c'était aussi prenant pour mon enfant. » Et je finis avec ça. J'avais pour ambition aujourd'hui de vous présenter notre 3e vidéo. Vous voyez que depuis le début de l'année scolaire, on n'a pas traîné. En septembre, et merci aux équipes médicales, je vais d'ailleurs solliciter certains d'entre vous, n'est-ce pas, ce soir pour la 4e vidéo. On a les planches, mais elle n'est pas établie. On a fait une vidéo foie-sein et cholestase qui présente un peu aux familles et aux patients ce qu'est la cholestase. Atrésie des voies biliaires, syndrome d'Alagille et cholestase intrahépatique. Et vu les thématiques aujourd'hui, j'avais très envie de vous présenter la vidéo syndrome d'Alagille, mais malheureusement, elle ne sera disponible que mardi. Donc je vous présente là tout de suite, si vous voulez bien, ça dure 3 minutes, la vidéo atrésie des voies biliaires. L'atrésie des voies biliaires est une maladie rare, d'origine inconnue qui touche le nouveau-né. Elle est le plus souvent isolée, mais dans 10 à 20% des cas, elle est associée à une polysplénie ou à des malformations intestinales et ou cardiaques et ou vasculaires et ou de positionnement des organes. On parle alors d'atrésie des voies biliaires syndromiques. Contrairement à ce qui se passe dans le foie sain, l'atrésie des voies biliaires est caractérisée par une inflammation chronique qui obstrue plus ou moins complètement les voies biliaires à l'intérieur et à l'extérieur du foie, empêchant l'écoulement de la bile vers l'intestin. Il en résulte une cholestase. Les premiers signes de la maladie sont une jaunisse qui persiste au-delà de la 2e semaine de vie, des selles qui se décolorent progressivement et de façon permanente, des urines foncées. Attention, le plus souvent, le nouveau-né atteint d'atrésie des voies biliaires mange bien et grossit bien. Une prise de sang permettant de doser la bilirubine conjuguée confirme que la jaunisse du nouveau-né est liée à la cholestase. On parle d'ictère cholestatique.
Cet ictère ne doit pas être confondu avec les autres causes d'ictère, telles que l'ictère physiologique et l'ictère lié à l'allaitement au sein, qui sont des jaunisses liées à une augmentation de la bilirubine libre et qui ne s'accompagnent pas de décoloration des selles. Sans traitement, l'atrésie des voies biliaires évolue très rapidement vers une cirrhose biliaire, responsable d'hypertension portale, c'est-à-dire d'une augmentation de la pression dans le système porte, et d'insuffisance hépatique, c'est-à-dire une dégradation sévère de la fonction hépatique. Il est donc essentiel de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible pour permettre une prise en charge précoce. Une intervention chirurgicale dite de Kasai, du nom du chirurgien japonais qui l'a décrite pour la première fois, doit être réalisée dans les toutes premières semaines de vie. Elle a pour objectif de remplacer la voie biliaire obstruée située à l'extérieur du foie par un segment d'intestin. L'intervention de Kasai ne peut fonctionner que si les voies biliaires à l'intérieur du foie sont encore perméables. Quand cette intervention fonctionne, le flux biliaire vers l'intestin est rétabli. L'évolution vers la cirrhose est ralentie, voire stoppée. Cependant, elle peut alors avoir pour complication une infection des voies biliaires appelée cholangite. Des bactéries de l'intestin remontent vers le foie et infectent les voies biliaires à l'intérieur du foie. Ce risque de cholangite existe quand la vésicule biliaire n'a pas pu être utilisée pour réaliser l'intervention de Kasai, ce qui est le plus souvent le cas. Un traitement antibiotique à l'hôpital est alors nécessaire. Toutefois, à long terme, du fait de l'atteinte associée des voies biliaires à l'intérieur du foie conduisant à une détérioration progressive du fonctionnement du foie, une transplantation hépatique est généralement nécessaire. Si l'intervention de Kasai ne fonctionne pas, ou si elle n'est plus réalisable car le diagnostic a été fait trop tard, l'évolution vers la cirrhose biliaire est inéluctable et rapide, et une greffe du foie est nécessaire le plus souvent au cours de la 2e année de vie. Les enfants atteints d'atrésie des voies biliaires, greffés ou non, ont besoin d'un suivi médical à vie en centre hospitalier de compétences ou de référence maladies rares du foie. Je conclurai juste, j'ai oublié... Je voudrais juste remercier quand même chaleureusement les laboratoires ici présents parce que ça coûte des fortunes. Et je voudrais aussi, c'était Albireo Ipsen maintenant et c'est Mirom. Ça coûte très très cher ces petits films. Et normalement, on avait eu un devis pour 1 minute 30, mais on avait envie de dire beaucoup de choses sur ces vidéos. 1 minute 30, ça ne rentrait pas du tout et ça va être vrai pour les 4 vidéos. Et Meditup, l'agence en Comme Santé, nous a offert tout ce travail supplémentaire. On est passé de 1 minute 30 à 3 minutes. Et si vous avez besoin d'une agence de com, je leur fais de la pub parce qu'ils sont bienveillants, sympathiques et incroyablement dévoués. Donc voilà, c'est aussi grâce à eux qu'on a des vidéos longues. Et merci au labo encore une dernière fois. Voilà.